Bonjour à toutes et à tous, je suis Hervé Réquiard, journaliste santé, rédacteur en chef de Pharmaceutique. Bienvenue donc pour cet événement que j'aurai l'honneur d'animer pendant 1 heure, un événement qui va nous présenter l'espace de santé et prévention au cœur du nouveau quartier ou du quartier en cours de rénovation de Lyon-Confluence. Cet espace de santé et prévention qui en réalité est une des briques d'une ambition plus large. L'ambition de placer la santé au cœur de la ville, une ambition portée par un partenariat public-privé original, Eureka Confluence, qui réunit notamment l'aménageur public SPL Lyon-Confluence et le groupe Bouygues Immobilier. Avant de commencer, d'entrer dans le vif du sujet, comme vous pouvez l'observer, les sièges sont espacés de façon à ce que la distanciation sociale soit respectée, ce qui explique que les intervenants vont, s'ils le souhaitent, pouvoir s'exprimer sans porter de masque. J'accueille dès à présent le professeur Franck Chauvin, que j'invite à me rejoindre sur la scène. Bonjour professeur Chauvin. Vous êtes président du Haut Conseil de la Santé publique, également membre du Conseil scientifique de lutte contre la Covid-19. Alors, la France, on a coutume de dire que la France se caractérise par une certaine faiblesse en matière de prévention. Le système de santé est essentiellement curatif et finalement très peu préventif. Pourquoi est-ce que c'est selon vous essentiel d'investir ou de réinvestir sur ce champ sanitaire ? Et effectivement, la France se caractérise par une conception de la santé qui lui est assez particulière, mais la conception de la santé est particulière à tous les pays. Et c'est pour ça qu'il est très compliqué de transposer des mesures, par exemple, d'un pays à un autre. On le voit en ce moment dans cette crise où chaque culture, chaque pays, chaque population réagit à sa façon. Alors la France, parmi les autres pays, a une particularité, c'est qu'elle a axé depuis assez longtemps, maintenant plus d'un siècle, tous ses efforts sur le soin. Et notre conception de la santé, en fait, c'est une conception autour du soin. Or, ce qu'il faut voir, c'est que le soin ne contribue à peu près que pour 1/4 de la santé d'une population. Et comme moi, on s'intéresse à la santé publique, c'est-à-dire à la santé d'une population. On sait que la santé d'une population, c'est différent de la somme de la santé de chacun des individus, c'est autre chose, il y a quelque chose en plus, pour en parler si vous le souhaitez. Et d'autre part, la santé n'est pas être traité par un médecin, par un pharmacien ou que sais-je, ou prendre des médicaments. C'est autre chose. Et on a des indicateurs pour ça. Et on voit que certains pays qui ont fait des choix différents de la France, il y a déjà maintenant plusieurs années, 10, 15 ans, comme la Suède par exemple, ont pratiquement 50% de chances d'arriver en bonne santé à 70, 72 ans. En France, il y a moins d'1 personne sur 2 qui arrive en bonne santé à 65 ans. C'est-à-dire que notre conception de la santé fait qu'en fait, on est en mauvaise santé. Et il faut donc renverser ce paradoxe. Et renverser ce paradoxe, c'est s'occuper des déterminants de la santé et non pas des malades. Et c'est quelque chose de très compliqué à faire comprendre, et c'est tout l'intérêt de ce type de débat. Alors justement, on va aborder aujourd'hui la question de la santé à l'échelle d'un quartier, à travers cet exemple d'espace de santé de prévention. Est-ce que c'est une solution d'avenir et comment ça doit marcher selon vous ? Alors, ce n'est pas une solution d'avenir, parce que en fait, c'est un problème qui est extrêmement ancien. Hippocrate a écrit un traité sur l'eau, l'air et l'environnement, et les lieux. Il disait les lieux. Donc c'est quelque chose de très ancien. Les Grecs avaient une réflexion autour de la cité de la santé. Les Romains, qui étaient des ingénieurs extraordinaires, ont mis en œuvre des villes autour de la problématique de santé et d'hygiène. Bien sûr. Axé sur l'hygiène. Et les villes ont joué un rôle fondamental dans les épidémies de peste du Moyen-Âge. Donc, c'est une très vieille préoccupation des aménageurs, mais ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque, des aménageurs des villes, des quartiers. Et si vous regardez la ville idéale d'Urbino, par exemple, si vous regardez le Bauhaus de Gropius, si vous regardez Fernand Pouillon, Le Corbusier, donc des aménageurs, si je peux dire comme ça, plus récents, ils avaient une préoccupation de la santé.
Donc, à mon avis, c'est remettre cette préoccupation au cœur de la politique de la ville. Et la ville a un rôle énorme à jouer dans la santé de sa population. Là vous évoquez notamment la politique hygiéniste de la fin du 19e et du début du 20e siècle qui a permis de créer des égouts, etc. etc. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas aller encore plus loin, justement, pour que cette santé soit une valeur partagée, une valeur, je dirais, d'échange et de partage entre les citoyens? Bien entendu. Bien entendu. Et cette réflexion autour de la santé doit inclure les citoyens. Ça ne peut pas être quelque chose qui descend. C'est fini, ça ne marche plus comme ça. Ce qu'on appelait le modèle de l'instruction publique, c'est-à-dire il y a des gens qui pensent à quelque chose en haut et qui font descendre, ça ne marche plus comme ça. Donc maintenant, on a la méthodologie, si vous voulez. Et il y a eu des mouvements extrêmement forts, et notamment autour des personnes handicapées, qui s'appelait Nothing for us without us, c'est-à-dire rien pour nous sans nous. Complètement. Qui vise à créer des villes et des quartiers inclusifs autour de la prise en compte des particularités de chacun. Pas des handicaps, des particularités. Et il y a une réflexion très, très intéressante que j'invite vraiment à partager avec tout le monde, c'est qu'une partie des handicaps, en fait, est socialement construit. C'est-à-dire que dès lors que les équipements ne prennent pas en compte les particularités de chacun d'entre nous, qu'on soit malvoyant, malentendant, ayant de la peine à se déplacer, dès lors qu'on ne prend pas ça en compte, en fait, on construit socialement des handicaps. Bien sûr. Et ça, c'est une vraie réflexion. Et je pense que cette réflexion de la santé et du quartier, alors moi je dis de la ville, mais quelle que soit son échelle, elle est fondamentale pour les années qui viennent. Ça va être le fil directeur d'une grande partie des politiques. Bien sûr. On a coutume de dire que les grandes campagnes de communication en termes de prévention des risques ont des effets assez, je dirais, inégaux en termes d'impact pour les populations. Justement, est-ce qu'il ne faut pas arriver à un niveau de granularité au plus proche des citoyens en fonction des catégories de quartiers pour avoir notamment des relais, je dirais des médias locaux qui permettent effectivement d'adapter ces messages aux caractéristiques des populations? Oui, vous avez bien entendu parfaitement raison. Et alors je vais prononcer un gros mot parce qu'il est encore très mal compris en France. Alors que vous allez au Canada, vous allez en Suède, en Norvège, il est totalement admis. C'est une approche communautaire en fait. Je n'ai pas dit communautariste, mais communautaire. C'est-à-dire, il faut réfléchir autour des communautés d'individus, c'est-à-dire des individus qui partagent des caractéristiques, qui les amènent à avoir des comportements en santé, mais pas qu'en santé, des comportements à ses voisins. Et pour ces communautés, il faut avoir une approche adaptée, c'est quasiment construite avec eux, et à ce moment-là, on peut être efficace. Et il y a un grand principe de la santé publique, c'est que les approches égalitaires sont inéquitables. D'accord. Et que l'approche égalitaire, je propose à tout le monde la même chose, crée des inégalités. Bien sûr. Parce que c'est toujours ceux qui ont le moins besoin d'un dispositif quel qu'il soit, qui s'en emparent en premier. Bien sûr. Et c'est comme ça. La lutte contre l'obésité en est un bon exemple. La lutte contre l'obésité, la lutte contre le tabac, par exemple, si vous regardez sur le tabac, ceux qui ont arrêté de fumer, c'est les cadres supérieurs, qui ont déjà 13 ans d'espérance de vie supérieure. C'est-à-dire que vous augmentez encore ce gradient avec une approche égalitaire. Et à mon avis, les quartiers, les villes doivent développer cette approche, et on a des modèles à l'étranger où ça marche assez bien. Donc, prendre en compte les inégalités, avoir une approche inclusive et avoir une approche autour de l'éducation. Bien sûr. Et de ce qu'on appelle le niveau d'health literacy, c'est-à-dire de culture en santé. Et ça, à mon avis, là, les villes ont un rôle extraordinaire à jouer. Ces métiers, ils sont pas manquants aujourd'hui aux abonnés absents, justement, ces métiers de littératie en santé sur le terrain. Tout est centré, comme vous le disiez, sur le curatif. Les médecins n'ont pas le temps de prendre le temps de la consultation pour expliquer, par exemple, la vaccination. Il y a des problèmes de carence démographique chez les infirmiers, etc. etc. Est-ce qu'il ne manque pas des nouveaux métiers, justement, de la prévention en santé? Si, bien sûr, bien sûr. Et il va y avoir une réflexion, ce n'est pas un scoop, il va y avoir une réflexion autour de ces métiers de la santé publique, de l'évolution de la santé publique. Et cette crise a montré nos carences.
Mais il ne faudrait pas que ces métiers soient trustés, entre guillemets, par des médecins ou autres. Bien sûr. Là, on n'est pas dans le médical, on est dans autre chose qui est l'éducation à la santé, et il existe quand même des professionnels. Ce que les anglo-saxons appellent le care et qui n'est pas tout à fait traduisible en français, hein, si je... le prendre soin. Voilà, il y a Porter attention. Voilà, pour les anglo-saxons, il y a le cure, soigner, il y a le care, prendre soin, et la prévention. Et c'est ce qu'on appelle l'approche populationnelle. Donc moi, j'invite vraiment ceux qui réfléchissent à la ville de demain à développer des approches populationnelles, c'est-à-dire comment je fais cure, care et prevent, c'est-à-dire comment j'ai cette vision globale. Et on sait que les villes, par exemple, sont des inducteurs de non-comportement en santé. Bien sûr. On sait que la taille des trottoirs influe sur le niveau d'activité physique des individus dans une ville. Il y a eu des expériences faites par des anglo-saxons là-dessus. On sait que la nature des commerces que vous mettez dans une rue va influer sur les comportements en santé des individus. Et toute la réflexion de Richard Thaler, qui a créé les nudges et qui a eu le prix Nobel pour cela, doit nous amener à réfléchir. C'est comment, au-delà de prendre en compte les problématiques de santé, j'induis même des comportements favorables à la santé. Et c'est tout l'enjeu des villes favorables à la santé. Alors, ce que nous vivons actuellement, en quoi c'est un accélérateur de l'impérieuse culture en termes de prévention, de structuration de l'offre, d'accompagnement des gens. Comment mieux sortir sur le champ de la prévention après cette crise ? Une crise, une épidémie comme la nôtre, ce n'est pas une crise du soin. Et d'ailleurs, on voit que l'hôpital a bien réagi. L'hôpital s'est adapté comme jamais, a trouvé des ressources. Donc, il avait des ressources, il avait du personnel, et il avait une capacité d'adaptation. Et donc, ce n'est pas lui du tout, ce n'est pas du tout le soin qui est en cause, mais c'est une crise de la prévention. Et notamment, c'est une crise de la prévention au plus proche des populations. Ce n'est pas une crise institutionnelle, c'est une crise de la prévention de quartier, de la prévention vraiment proximale. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, le niveau de culture de la population fait que les messages de prévention qu'on essaye de faire passer ont beaucoup de peine à passer. Bien sûr. Alors, je vais pondérer un peu mon propos, parce qu'on pensait que des populations ou des cultures, comme les Anglais par exemple, réagiraient mieux. Et puis, on s'aperçoit que ce n'est pas tout à fait le cas. C'est sûr. Et malgré la force de la santé publique anglaise, on voit la difficulté d'adaptation. Mais il n'empêche que c'est, pour moi, en tous les cas, je ne suis pas le seul à penser ça, quand même une crise de la santé publique de terrain, et on manque de relais. Si vous voulez. Par exemple, le conseil scientifique dans lequel je suis fait des recommandations, ou le Haut Conseil de la santé publique, mais la mise en œuvre manque d'opérateurs locaux. Bien sûr. Et la réflexion dans les quartiers doit prendre ça. Et les villes et donc les collectivités locales qui réclament aujourd'hui des nouvelles prérogatives, que ce soit les conseils régionaux, les métropoles, pourraient être effectivement des relais à condition qu'on leur donne les moyens de porter ces politiques de proximité. Oui, alors il y a deux types de moyens. Il y a des moyens financiers, mais il y a quand même des moyens méthodologiques. Bien sûr. Et puis il y a la culture. Mais moi, je vois pas mal de maires dans des conférences que je peux faire, et parce que c'est un thème qui m'est vraiment très cher, parce que je suis sûr que c'est un des enjeux pour l'avenir. Ce qui me frappe, c'est le changement en quelques années de la position des maires face à la santé. Complètement. Je veux dire, il y a quelques années, quand je disais la santé... Ils réclamaient des médecins sous chaque clocher il y a quelques années. Leur obsession, c'était d'avoir des médecins. Ça. Et maintenant, quand je le parle avec eux, c'est plus ça du tout. Et je me souviens des maires de ces grandes villes me disant, mais attendez, quand je construis une ligne de tramway, est-ce que je m'occupe de santé ? Je disais, bien évidemment, vous occupez des transports, vous occupez de la proximité, etc. Quand je construis une station d'épuration, est-ce que je m'occupe de santé ? Bien évidemment. Quand je construis l'habitat, par exemple, est-ce que je m'occupe de santé ? Bien évidemment, l'habitat joue un rôle fondamental dans la santé des individus. Et donc, on voit que les maires sont en train de prendre conscience d'un principe qu'on connaît, qui s'appelle « Health in all policies », c'est-à-dire que la santé est la résultante de toutes les politiques, et qu'il ne faut pas le considérer comme un truc à part, mais vraiment comme quelque chose qui irradie toutes les politiques, et la politique de la ville, bien sûr.
Alors en conclusion, vous avez été associé au projet qu'on évoque aujourd'hui. Ça peut être un exemple à suivre et qu'est-ce que vous pourriez en attendre? Quels pourraient être, selon vous, les apports et les bénéfices que pourrait fournir ce type de projet? Alors, on peut le voir sous plusieurs angles. Un, moi je trouve extraordinaire qu'un aménageur, ou je ne sais pas comment vous l'appelez dans votre jargon, oui, oui. Moi j'ai mon jargon à moi, mais Ouais. un aménageur veuille s'occuper de santé. Mhm. Déjà ça, moi je trouve ça extrêmement étonnant et ça m'intéresse beaucoup. D'accord. Je me dis, mais j'ai envie de travailler avec ces gens-là, parce que quand même, c'est extrêmement intéressant. Et ensuite, la réflexion, effectivement, incluant la prévention dans un complexe consacré aussi partiellement aux soins, mais à la santé, est une première étape. À mon avis, ce n'est qu'une première étape. C'est ça. Et on ne peut pas se contenter de ça. On est au début de l'aventure. Voilà, on est au début de l'aventure. Exactement. Il va falloir aller plus loin. Il y a les outils méthodologiques, il y a la base scientifique pour le faire. Et bien maintenant, il faut la volonté pour y aller. Merci professeur Chauvin. On va regarder une vidéo à présent qui va nous présenter de façon très synthétique et très pédagogique le projet que nous allons évoquer aujourd'hui. Lyon Confluence est un territoire de 150 hectares situé au sud de la presqu'île de Lyon dans le prolongement du centre-ville historique. Longtemps consacré à l'industrie, il est devenu un quartier à part entière, la Confluence, où se construit aujourd'hui une ville mixte, durable et attentive à la santé et au bien-être de ses usagers. Et Eureka Confluence dans tout ça. Piloté par la SPL Lyon Confluence et le groupe Bouygues, Eureka Confluence est un partenariat qui rassemble près de 70 acteurs privés et publics, dont la métropole de Lyon. Lauréat de l'appel à projet, démonstrateur industriel pour la ville durable en 2015 et primé par le Monde Smart City en 2017, il vise une nouvelle manière de concevoir la ville et investit de nouveaux champs. L'énergie, les services de proximité, mais également la santé et le bien-être en ville pour une meilleure qualité de vie à la Confluence. Et si la ville pouvait être bienveillante à l'égard de notre santé ? C'est la question que s'est posée Eureka Confluence et à laquelle l'espace de santé et prévention apporte une réponse originale. Fruit d'un travail de co-création de plus de 2 ans, l'espace de santé et prévention a été conçu pour favoriser la santé et le bien-être des usagers du quartier. Sa conception résulte d'un diagnostic sanitaire auprès d'une quarantaine de professionnels de santé et de nombreux ateliers participatifs faits avec des professionnels, le tout suivi par un comité scientifique multidisciplinaire. Démonstrateur d'une nouvelle expérience de médecine en ville, l'originalité du projet réside tout particulièrement dans son montage immobilier. Il rassemble un promoteur immobilier, 3 opérateurs de santé réunis sous le nom d'Alliance Santé Confluence et un partenaire au service des territoires. Leur objectif est de mettre en œuvre un regard novateur sur la santé en ville à travers un projet médical commun. Un projet et un lieu qui mise sur la prévention et s'attache tant aux facteurs personnels que professionnels, favorables à la bonne santé de tous les usagers du quartier. Il s'agit de répondre à 3 objectifs majeurs. Adapter l'offre de soins à la demande des usagers du quartier, proposer des parcours patients fluides, rapides et coordonnés, promouvoir une prise en charge globale intégrant prévention et éducation. D'une superficie totale de 1170 m², l'espace de santé et prévention occupera 3 niveaux. Au rez-de-chaussée, on trouvera un cabinet de radiologie ainsi qu'un grand espace pédagogique de prévention ouvert à tous les patients, habitants et salariés du quartier. Au premier étage, de nombreux espaces de consultation permettront à 18 médecins généralistes ou spécialistes de recevoir leurs patients. Et enfin, un deuxième étage totalement dédié à la médecine du travail géré par l'association AST du Grand Lyon. Au total, c'est près d'une trentaine de professionnels à l'écoute des usagers du quartier de la Confluence. Rendez-vous à la fin de l'année pour découvrir l'espace de santé et de prévention. Voilà, vous en savez plus, vous savez l'essentiel sur ce projet. On va maintenant rentrer dans les détails du pourquoi et du comment. À l'occasion d'une interview croisée pour laquelle j'ai l'honneur d'accueillir Séverine de Johannes-Garraud, vous êtes directrice générale chez Link City, qui est une des filiales de promotion immobilière du groupe Bouygues, et Stéphane Guivarch, président d'Office Santé, qui est l'un des principaux opérateurs
est constructeur et concepteur de pôles et maisons de santé avec une cinquantaine de projets réalisés, me semble-t-il. Séverine de la Genèse Garot, la santé, a priori, qui n'est pas une thématique qui est au cœur des projets immobiliers. Alors pourquoi est-ce que vous avez décidé de créer cet espace? Pour y faire quoi? Écoutez, effectivement, a priori, la santé, ce n'est pas au cœur de nos problématiques. Pas au cœur des problématiques des opérateurs immobiliers, des concepteurs de la ville de demain. Néanmoins, vous l'avez vu, on l'a suffisamment décrit par le professeur Chauvin, ça a été suffisamment expliqué. Aujourd'hui, la santé est la préoccupation première des citoyens. Donc des citoyens, des usagers des villes, des travailleurs de tous les bâtiments, etc. Donc si nous, en tant que concepteurs, en tant qu'aménageurs, tous autour de la table ici présents, on n'intègre pas cette problématique de santé, on va passer à côté des besoins de nos futurs usagers. Sur ce projet, du coup, qui est porté donc, par le consortium Eureka, Lyon Confluence, nous avons décidé très rapidement d'intégrer un volet santé-bien-être dans le projet. On a proposé effectivement une maison de santé, sauf que on s'est dit, la maison de santé, c'est un produit qui fonctionne très bien, effectivement, qui joue un rôle primordial dans l'organisation des soins primaires. Néanmoins, on voulait aller au-delà. Link City, donc, qui est membre de ce consortium Eureka, a travaillé donc, avec tous les partenaires du consortium et énormément de partenaires extérieurs pour intégrer cette démarche de santé, bien-être et prévention dans le projet. Au lieu de commencer par une approche, j'allais dire, assez bâtimentaire du projet, en se disant on va commencer à dessiner des plans, on va installer à tel endroit des locaux de consultation, des espaces de prévention, de la radiologie, etc. Au lieu de travailler dans cette démarche-là, pendant 2 ans, nous nous sommes attachés à travailler avec un ensemble de partenaires pour d'abord faire un diagnostic sanitaire de l'écosystème local. Ici, sur Lyon Confluence, on a identifié les besoins de la population actuelle, de la population de demain, des travailleurs qui viennent aussi quotidiennement sur ces secteurs. Et les besoins en termes sanitaires, l'écosystème local n'est pas le même que celui qu'on retrouvera dans un autre quartier. Nous avons aussi organisé des ateliers participatifs réunissant des habitants, des usagers, des professionnels de la médecine, médicaux, paramédicaux, des internes en médecine, en les faisant travailler sur qu'est-ce que c'est que cet espace de prévention. Tout ça, bien évidemment, sous l'égide d'un comité scientifique. Et pendant ces deux années en fait, de travail, nous ont permis de proposer un cahier des charges qui a donné lieu à un appel d'offres auprès de différents exploitants qui ont manifesté leur intérêt pour venir dans ce projet. Et c'est un petit peu comme ça qu'est née l'Alliance Santé Confluence. Merci beaucoup, Séverine. Stéphane Guivarch, vous qui êtes l'opérateur, hein, le constructeur et le concepteur de ce projet, qu'est-ce qu'on va y trouver? Comment va se dérouler le parcours du patient? Quels services seront proposés à la population? Alors les patients, les habitants du quartier et même au-delà, en fait, vont être accueillis dans un espace de santé, on l'a dit, d'un peu moins de 1200 mètres carrés, qui va porter une démarche innovante, puisqu'elle va aller vraiment traiter de la prévention jusqu'aux soins, et en abordant les sujets dans le cadre de sa vie personnelle, jusque dans sa vie professionnelle. Donc effectivement, comme l'a dit Séverine, au travers de cette opération, de ce concept novateur, nous avons créé une équipe. En fait, il y a trois opérateurs qui se sont associés au sens fort du terme pour créer une offre médicale complète. Donc ces trois partenaires opérateurs de santé vont chacun contribuer à venir traiter leur domaine dans le domaine de la prévention et dans le domaine du soin, avec l'équipe des radiologues de l'imagerie sauvegarde les Massus, qui est un des partenaires clés de cette opération. La partie santé au travail qui va être opérée par l'AST Grand Lyon et Office Santé qui va animer une équipe de médecins généralistes et spécialistes. Combien de médecins généralistes, spécialistes on sait déjà sur le sous-ensemble, entre guillemets, médecine générale, médecine spécialiste, on sera aux environs de 18 praticiens de santé. D'accord. Donc au total, sur le site, nous aurons environ une trentaine de praticiens. D'accord. Ça, c'est pour le soin. Pour la partie prévention, il y aura quoi? Des ateliers, des expositions? Enfin, comment est-ce qu'on attire la population pour qu'elle vienne spontanément parler de santé dans cet espace? Alors, il y a 2 axes.
d'une part, et on a beaucoup travaillé avec l'équipe des différents partenaires sur cet aspect-là des choses, ce sera une démarche transversale et permanente, hein, puisque le professeur l'a bien expliqué tout à l'heure, c'est pas du one-shot, hein, la prévention. Et physiquement parlant, on a décidé, on a investi au sens fort du terme pour créer un espace physique qui sera dédié à 100% à des activités d'éducation autour de la prévention. Donc c'est un espace qui sera situé au rez-de-chaussée, qui accueillera à certains moments des expositions permanentes, d'autres des expositions plus ponctuelles, où l'équipe Alliance Santé Confluence viendra aider à l'éducation liée à la prévention, où on fera venir des intervenants extérieurs aussi, autour de campagnes, autour de, par exemple, du dépistage du cancer du sein, sur une deuxième thématique sur une campagne d'éducation à la nutrition, donc des termes qui seront variés et qui seront animés tout au long de l'année de manière à ce que ça vive et que l'ouverture sur l'extérieur, elle soit réelle. En complément aussi, ce que je voulais dire par rapport à cette association, c'est que c'est aussi une histoire de rencontres humaines qui sont été vraiment riches et intéressantes, parce qu'on a créé, c'est ce que disait Séverine tout à l'heure, le projet à cette occasion-là. Donc c'est vraiment aussi des décisions de partenaires santé qui ont pris vraiment qui ont fait le choix de venir s'investir, au sens fort du terme, sur Lyon Confluence, parce qu'on croit en ce quartier, donc s'investir de manière durable. Et on a été accompagné dans cet investissement par un partenaire clé pour nous, qui est la Banque des Territoires. D'accord, très bien. Séverine, on voit bien, hein, c'est un projet innovant, c'est le premier du genre, hein, pour vous, je suppose. Qu'est-ce que vous apprenez de cette innovation? Est-ce que c'est une innovation que vous souhaiteriez, je dirais, renouveler à l'occasion d'autres projets? Comment est-ce que vous la situez dans votre politique globale de bâtisseur? Ce qui est important, j'allais dire, c'est que, comme l'a dit Stéphane, nous avons vraiment réussi à marier plusieurs partenaires ensemble qui avaient ce même projet, cette même ambition de répondre à des actions de prévention. On l'a dit, des maisons de santé sur le territoire, sur la ville, on en a développé 2. On n'a pas forcément anticipé cette démarche de prévention qui est essentielle aujourd'hui. La difficulté que nous avons rencontrée dans ce projet, c'était de trouver une réalité économique derrière. Bien sûr. Stéphane l'a dit, il y a un vaste espace de prévention au niveau du rez-de-chaussée. L'objectif, c'est qu'il soit pérenne. Et l'objectif, c'est clairement pas que dans 2 ans, cet espace soit redivisé en cabinet de consultation. Bien entendu. Bien au contraire. Et c'est le fait d'avoir pu trouver, avec des partenaires locaux, une approche réaliste, concrète et pérenne, qui fait que pour nous, c'est une vraie innovation qu'on espère dupliquer ailleurs. Mais attention, quand on dit qu'on la duplique, il faudra toujours s'attacher à son écosystème local. C'est-à-dire que le projet qui a été mené ici ne sera pas forcément le Exactement. même dans une autre ville. C'est du sur-mesure en Exactement. fonction, comme vous disiez, de la composition de l'habitat, de la structuration de l'urbain, en quelque sorte, et puis éventuellement aussi de toutes les évocations que nous faisait Franck Chauvin sur une politique de long terme à construire autour d'une ville durable, d'une ville centrée sur les questions de santé. Exactement, et dans cette démarche-là, les promoteurs immobiliers ne peuvent pas le faire seuls. Ils doivent justement travailler en partenariat avec les collectivités, avec les aménageurs comme la SPL Lyon Confluence, pour pouvoir ensemble proposer une adaptation sur mesure et locale et anticiper surtout les besoins de demain. Dans cette opération, nous avons anticipé cela en 2015, puisque c'est à ce moment-là que le projet a démarré. Le projet sera livré fin 2021 et c'est important d'anticiper maintenant pour des futurs projets. Merci. Stéphane, 50 secondes pour nous dire si vous-même, vous allez vous inspirer de ce projet pour avoir le même type d'initiative dans d'autres villes. Est-ce que c'est déjà le cas aujourd'hui? Mais vous avez 30 secondes pour nous dire ce qu'il en est. Alors effectivement, c'est un type d'initiative auquel on croit beaucoup. Comme l'a dit Séverine, on ne fera jamais des copier-coller au sens restrictif du terme, parce qu'il faut prendre en compte les problématiques locales. Hein, ça, on y tient beaucoup. Et on est en train, effectivement, actuellement, en l'occurrence, une nouvelle fois avec Link City, de le dupliquer sur une ville bretonne. Voilà, on n'en parle pas aujourd'hui, ça sera l'occasion d'un autre échange ensemble. Merci à suivre. Donc, je vous laisse rejoindre la scène et j'accueille donc les intervenants de la première table ronde expliquer un petit peu comment des partenaires privés et publics travaillent ensemble pour améliorer la santé, en l'occurrence dans le quartier de Confluence-Lyon. Si vous voulez bien me rejoindre. Donc
Donc j'accueille Maxime Valentin, vous êtes responsable innovation de la SPL Lyon Confluence, la ménageur. Laurent Michelin, vous êtes directeur de l'innovation Bouygues Immobilier, chez Bouygues Immobilier. Et Yann Billot, vous êtes médecin radiologue et vous représentez le groupe de radiologues imagerie médicale des Massus Sauvegarde. Maxime Valentin, je commence avec vous. Avec ce projet d'espace santé de prévention et au-delà, toutes les autres briques que vous allez rajouter en termes de santé, qu'est-ce que vous portez comme vision de la ville et quelle est la place de la santé dans cette vision de la ville de demain, en fait? Bonjour, eh bien, c'est évidemment d'abord la vision d'un aménageur. Le professeur Chauvin a rappelé très brillamment qu'il y a une très longue tradition que je confère remonter aux hygiénistes, mais qui va bien avant. Celle d'un aménageur, émanation de la métropole de Lyon, qui a vocation à doubler le centre-ville de Lyon. Donc sur ce territoire un peu singulier de par son positionnement, il est évidemment nécessaire de prendre en compte toutes les perspectives importantes de la ville de demain, puisqu'on construit la ville dans une perspective de long terme. Ça se traduit en matière de santé à travers notamment le bien-être, à travers dans les espaces publics. On a une importante démarche qui existe sur les espaces publics. On crée la ville marchable en créant des cheminements qui favorisent justement les mobilités actives, la présence de la végétation, l'adaptation au changement climatique, mais aussi à l'intérieur des bâtiments, puisqu'on impose un certain nombre de prescriptions aux promoteurs, notamment en termes de qualité d'air intérieur, d'accès à la lumière, ventilation, etc. Et puis à travers le projet Eureka Confluence, on a voulu aller un petit peu plus loin. En travaillant sur ces mêmes thématiques, on le verra plus tard, je crois, en travaillant sur la qualité de l'air extérieur et la qualité de l'air intérieur. Oui, on l'abordera ensuite. Et puis, avec ce projet qui est pour nous la traduction d'une ambition forte, celle d'implémenter la prévention au sein du territoire. Donc c'est quelque chose d'évidemment nouveau, mais quelque part c'est notre mission à travers ce territoire innovant, d'aller pousser les lignes, de changer un peu les modes de faire et de développer des partenariats qui vont amener des solutions nouvelles. Complètement. Ce qui est très intéressant, c'est, vous l'avez commencé à l'esquisser, mais on le développera également avec Laurent Michelin, c'est que ça appelle aussi à un autre mode de collaboration différent de ce qui se faisait traditionnellement entre le donneur d'ordre et le réalisateur voilà, c'est qu'il y a vraiment une réflexion, qui est une réflexion créative et prospective. Oui, quand on parle d'innovation, on pense à des innovations singulièrement des innovations technologiques, bien souvent des solutions, mais bien en amont, pour pouvoir les mettre en œuvre, il faut aussi bouger les lignes et changer les modes de faire. Dans le cadre d'Eureka, on a pu développer ce partenariat public-privé entre la métropole, la SPL, et puis des grands groupes tels que l'InCity, Bouygues, travailler ensemble, se poser les questions ensemble, engageant qu'on a une partie des réponses et que quand on travaille ensemble, on arrive à assembler le puzzle et esquisser des solutions. Merci. On entend souvent dire que l'innovation, la découverte disruptive s'effectue souvent à l'interface des disciplines et non pas forcément au sein des disciplines. C'est une illustration qu'on peut développer avec Laurent Michelin. Donc, Bouygues, vous êtes un constructeur, vous faites des maisons, vous faites des immeubles. Alors, pourquoi est-ce que vous vous intéressez à la santé d'une part, et d'autre part, comment est-ce qu'on traduit concrètement cette approche nouvelle dans le bâti, dans les plans, dans les réalisations, dans la façon dont vous imaginez la vie à venir des habitants de cette nouvelle ville? En anticipant déjà, c'est-à-dire qu'en fait on a très vite en 2014-2015 lancé des exercices de prospective. Bouygues est un groupe qui construit beaucoup d'hôpitaux, d'établissements de santé, d'EHPAD, de cliniques. Et on avait lancé un exercice de prospective sur l'évolution de ces établissements de santé. Et cet exercice nous a montré clairement l'enjeu de la prévention. Et là, autant des acteurs de la promotion, comme Bouygues Immobilier, ou de l'aménagement, ne se sentaient pas concernés par le sujet de la santé quand il est dans le curatif,
Autant quand on est dans l'enjeu de prévention, comme l'a rappelé le professeur Chauvin, on a beaucoup d'actions à faire pour agir sur les déterminants de santé. L'activité physique, par exemple, on peut très bien, nous, mettre en avant, par exemple, un escalier, cacher l'ascenseur et favoriser les flux pour monter à l'escalier. Par exemple, ça, c'est des actions toutes bêtes, mais qui peuvent faire en sorte qu'on prenne plus souvent l'escalier. Donc il faut anticiper, et cet exercice de prospective qui était initialement pas dédié aux acteurs de l'immobilier ou de l'aménagement de quartier nous a permis de prendre conscience qu'effectivement on pouvait nous se préoccuper de la prévention et agir là-dessus. Donc on s'est dit qu'il fallait vraiment être force de proposition vis-à-vis des aménageurs, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'attente, il n'y avait pas de demande de la part des élus ni des aménageurs finalement, et donc on s'est dit on va proposer, on va être force de proposition. Et c'est là que quand on a discuté donc avec la SPL et la métropole de candidater sur cet appel à projet Eureka, démonstrateur industriel de la ville durable, qui a pris le nom d'Eureka ici, eh bien, on s'est dit qu'un quartier durable, c'est avant tout un quartier qui se soucie de la santé de ses habitants. Et on n'avait pas forcément beaucoup de compétences en interne, chez Bouygues Immobilier, Link City ou Bouygues Construction, ni même chez Bouygues Énergie Service. Et donc on s'est dit, on ne peut pas partir tout seul. Et donc on a décidé, plutôt que d'attendre un cahier des charges de l'aménageur et de répondre à un cahier des charges, on s'est dit à l'époque, c'est un enjeu, c'est une problématique de société. Et donc on a envie d'agir, et on ne savait pas où on allait aller avec Maxime quand on a mis ça sur la table. Et donc, on a changé de méthode. La méthode, c'est de se dire, bon, comme on ne sait pas où aller, on va aller chercher les bonnes compétences. On est allé rencontrer le cluster, l'ICARE Lab, qui a changé de nom. Qu'on verra tout à l'heure, qu'on entendra tout à l'heure. Donc, c'est de la co-construction au propre figuré et sans jeu de mots par rapport à votre voilà, mission de base, mais c'est vraiment de la co-construction dès le départ. Et encore une fois, c'est de la transversalité à l'origine des projets que naît l'innovation, en fait. Oui, et c'était une volonté d'aller traiter une problématique clé ensemble, d'une manière différente, en lançant des initiatives. Et ce que j'ai vraiment apprécié dans ce partenariat public-privé, un promoteur, vous savez, quand il a un projet, c'est des cycles longs. Ça arrive 3-4 ans après. On confronte la réalité, finalement, 3-4 ans après la conception. Là, le partenariat qu'on a eu nous a permis de lancer tout de suite des initiatives dans la vraie vie, avec des vrais habitants, avec des vrais professionnels de santé, avec des médecins, avec des pharmaciens. Et puis, on a mis en place un conseil scientifique, on a réalisé ce diagnostic. Et donc, on a mis en place une animation très vite, positive autour de ce sujet, et une émulation. En fait, c'est vrai qu'on a eu un accueil très positif des professionnels de santé qui nous ont dit d'ailleurs, oui, nous déjà, il manque des médecins sur le quartier. Il y a beaucoup de nouveaux arrivants, mais il manque des médecins. Et donc, on a tout de suite décidé de mettre en place cet espace de santé dans la programmation. Et on fait ça pour d'autres sujets. Quand on programme un hôtel, des bureaux, un volume de logement ou une école, c'est bien en fonction de besoins. Et finalement, on n'avait pas trop le réflexe à l'époque d'intégrer ce besoin d'espace de santé de pluriprofessionnels, alors qu'il en manque déjà beaucoup. Il y a des déserts médicaux dans des centres-villes, c'est pas uniquement rural. Et donc, cette nouvelle méthode de faire, partant d'un diagnostic, mettant en place les compétences nouvelles, nous a permis de démarrer tout de suite une belle dynamique et du coup d'alimenter les réflexions sur le projet qui arrivait à long terme. Merci. Yann Billot, donc vous êtes radiologue, vous êtes associé à un groupe de radiologie qui est déjà très implanté à Lyon. Vous avez décidé de rejoindre cette aventure. Qu'est-ce qui vous a séduit ? Qu'est-ce que vous allez pouvoir y faire de différent ou peut-être de complémentaire par rapport à la radiologie classique que vous faites peut-être dans d'autres espaces ? Eh bien, notre motivation était polyfactorielle. La première, quand on a entendu parler du projet, on venait juste d'être livré d'un plateau technique de 500 mètres carrés dans une maison médicale proche du site des Massues, enfin sur le site des Massues, construite par Bouygues Link City. Livré en temps et en heure, avec très peu de réserves et vite levé. Donc déjà, le sérieux du constructeur nous a rassurés. La deuxième, c'est le quartier où nous sommes.
Ça fait 10, 15, 20 ans que les Lyonnais, on regarde ce quartier bouger, innover, se métamorphoser. Et on avait vraiment très envie, avec la logique géographique de nos lieux d'exercice que sont la sauvegarde et les massues, d'apporter notre petite pierre au niveau de projet santé, bien que nous ne soyons pas au départ formatés pour de la radiologie de quartier, vu qu'on est adossé à des groupes clinico-hospitaliers d'envergure. Mais en rencontrant en plus les futurs partenaires que sont Office Santé et AST Médecine Travail, on a été rassurés d'élaborer ensemble un projet global et pour lequel on fourmille d'idées dans tout ce qui est développement du dépistage au niveau de l'imagerie. Alors par exemple, cancer du sein, mais d'autres aussi, d'autres sphères de dépistage, hein, si je ne Exactement, m'abuse. ça fait longtemps que les radiologues sont impliqués dans le cancer du sein aux côtés des médecins traitants et gynécologues. Donc il y aura évidemment un mammographe numérique 3D, tomosynthèse, un échographe. Pour parler du cancer du sein, qui est quelque chose de fondamental, pour nous, le dépistage ne s'arrête pas à une simple image. Il continue avec la gestion de l'image, éventuellement des biopsies, récupérer les résultats, diagnostic d'annonce et orienter la patiente vers qui de droit. Pour le dépistage, c'est toute la prise en charge de A à Z. Bien sûr. L'ostéoporose, avec le vieillissement de la population, les traitements chroniques qui en induisent. Donc, on a songé à mettre un ostéodensitomètre. Et puis, pourquoi pas être ambitieux et innovant et penser à mettre potentiellement un scanner. Alors, pourquoi un scanner? Il existe des scanners de classe 2, c'est-à-dire pas des scanners sur lesquels on travaille habituellement, qui sont très modulables, très légers. Donc je rassure le constructeur parce qu'on a des contraintes de poids au sol. Les constructeurs maintenant sont obligés, à la demande des patients et des radiologues, de faire de l'imagerie vraiment basse dose. Et un scanner de dépistage a toute sa place dans énormément de pathologies. On suit déjà, par exemple, les travailleurs exposés à l'amiante en faisant des scanners thoraciques tous les 2 à 5 ans. Les sociétés savantes viennent de valider le dépistage du cancer du poumon par le scanner thoracique basse dose. Le dépistage de la maladie coronarienne avec le score calcique, scanner sans injection, est tout à fait utile. Médecine Travail, je pense au lumbago chronique, c'est quelque chose qui est leur quotidien. À un moment, il y a besoin d'une imagerie. On peut dépister une pathologie qui nécessitera... Pas trop, hein, précise l'assurance maladie sur le lumbago, pas systématiquement, au passage. Mais parfois, il y en a besoin et on peut aboutir à une infiltration sous scanner. Ce qui est très intéressant, c'est que cet espace se crée au moment où justement le champ de la radiologie en matière de prévention va s'étendre. Complètement. Et là, vous allez pouvoir aller chercher, hein, en quelque sorte. On sait bien que les dépistages, notamment par exemple le cancer du sein, on arrive souvent un peu à un plafond pour aller chercher les patientes qui sont éligibles au dépistage institutionnel. Donc là aussi, il y a, je dirais, une visibilité dans le quartier pour cette offre de prévention en radiologie. Tout à fait. Et aussi, il y aura une offre de soins qui sera attendue parce que le bassin populationnel, que ce soit tertiaire et puis résidentiel, qui ne fait que monter, va se poser sûrement la question d'une permanence de soins. Et si on peut apporter une imagerie scanner rapidement aux praticiens qui seront juste au-dessus de nous, en collaborant transversalement, et bien, ils pourront orienter leurs patients soit pour un avis chirurgical, médical spécialisé ou retour à domicile. Donc je pense que ça a tout son sens de pouvoir implémenter un petit scanner modulable et compact qui réponde au projet local du quartier. Conclusion, vous êtes impatient de pouvoir investir donc l'espace santé et prévention? Très impatient, oui. Ok. Maxime Valentin, on a une question de notre auditoire par la tablette. Question très basique mais très importante. Comment est-ce que vous allez inviter concrètement les habitants du quartier à venir vous rencontrer? Comment ça va se passer? Alors, c'est pas nous qui, en tant qu'aménageurs, allons le faire. On commence à le faire déjà aujourd'hui en informant de la réalisation de ce futur événement. On a également une mission de concertation et de participation sur l'ensemble du projet urbain et à travers cela, on fera la promotion évidemment de ce nouveau lieu. Peut-être une autre question, si je peux me permettre, mais on l'a évoqué également. Vous l'avez évoqué, mais je pense que ça serait intéressant, si vous avez évoqué la notion de végétalisation. Il y a les effets directs de la prévention, de l'offre de prévention et de santé à travers des soins. Il y a aussi les effets indirects
d'une ville plus compatible avec ce bien-être environnemental. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être nous dire quelques mots là-dessus et peut-être, Laurent, si vous pouvez compléter pour la partie constructeur? Oui, sans être médecin, on a pu tous lire des études sur l'importance de la présence du végétal dans nos vies. C'est extrêmement nécessaire. On a malheureusement pu parfois l'expérimenter dans les périodes de confinement. Donc la végétation joue un rôle important dans notre environnement, dans la qualité, la perception des espaces. Évidemment, il ne se limite pas à cela, puisque la végétation permet aussi de lutter contre un phénomène très important et qui risque malheureusement d'être de plus en plus important, c'est le phénomène d'îlot de chaleur urbain, le changement climatique qu'on peut mesurer chaque été, et particulièrement à Lyon, est très présent. Donc, à travers les espaces publics et leur végétalisation, on arrive à avoir un impact très favorable sur ces phénomènes de vagues de chaleur, notamment pour permettre une redescente des températures la nuit. Cela est combiné évidemment avec une conception des bâtiments pertinente qui permet d'avoir des logements dits traversants, c'est-à-dire dans lesquels on peut faire des courants d'air. Donc, c'est toute une logique en fait. C'est une pensée globale. C'est une pensée globale ouais. Qui implique d'avoir des sols naturels qui permettent... Avec des arbres qui s'enracinent profondément, si exactement, voilà. Oui. Donc c'est une question de gestion aussi des stationnements derrière. Donc c'est toute la logique de l'aménageur qui doit penser le territoire avant qu'il soit réalisé. Laurent, ce qu'évoque Maxime, est-ce que on pourrait penser que c'est une contrainte pour un bâtisseur ou pour un promoteur? En quoi c'est aussi une opportunité? C'est une opportunité. Alors déjà, nous, on a des engagements très forts en matière de RSE sur la biodiversité et puis sur bas carbone. Donc le groupe a pris position récemment. Et la présence de nature, ça a été prouvé, c'est prouvé scientifiquement que ça a un impact positif sur la santé. Mais nous, on voudrait aller même un peu plus loin parce qu'on se rend compte que pour justement préserver l'environnement, c'est une histoire de comportement individuel. D'ailleurs, comme la prévention. Et on a envie de donner une vision positive de l'écologie, parce que seul le fait de donner une vision positive fait bouger les gens. Donc la présence de nature, ça contribue énormément à donner une vision, à interagir avec la nature et donc à mieux la respecter et à faire cette transition d'usage qu'on attend tous pour que du coup on puisse vraiment tenir les objectifs de biodiversité et de bas carbone. J'ai une question par Internet qui peut peut-être, j'espère que vous allez pouvoir y répondre. Donc effectivement, la prévention et la santé sont bien intégrées dans les nouveaux quartiers. Comment y réfléchir et comment l'intégrer dans les anciens quartiers? Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça fait partie des missions auxquelles vous réfléchissez? Puisque voilà, dans les anciens quartiers, il y a aussi des nouveaux immeubles qui peuvent se construire. Et comment est-ce qu'on arrive dans ce champ-là qui est forcément plus contraint? Alors, en réhabilitation, on a un peu moins de marge de manœuvre, c'est sûr. Mais il y a des sujets qualité de l'air intérieur, avec le choix des matériaux. Il y a beaucoup de logements qui sont un peu dégradés sur cette histoire de qualité de l'air. Donc ça, on peut avoir beaucoup de progrès quand on réhabilite en fait, des anciens bâtiments. Et puis on peut travailler sur la présence de la nature, réintégrer de la nature, puisque un certain nombre de quartiers en manquent. Donc oui, on peut agir. Il y a moins de marge de manœuvre parce que, comme on l'a dit, pour la prévention, il y a un effet plan masse en fait. Le plan masse, la vision un peu hélicoptère du quartier, peut être conçu pour favoriser la marchabilité, pour favoriser en fait les circulations. Même, en fait, on peut orienter les bâtiments pour se protéger d'une pollution et des flux donc autoroutiers ou routiers. Donc, on a moins de marge de manœuvre dans la réhabilitation, mais il y a déjà énormément de pas de progrès qu'on peut faire. D'accord. Il nous reste 1 minute. Yann, une question, si vous voulez bien, toute bête. Est-ce que vous, radiologue, qui avez quand même des grosses journées, est-ce que vous allez pouvoir trouver du temps pour aller parler, en dehors des actes que vous allez réaliser dans cet espace, de prévention, de ce que vous faites, de la façon dont vous pouvez contribuer à la prévention des risques? Est-ce que vous avez envie de prendre ce temps-là? C'est prévu, quand on a monté ce projet avec AST et Office Santé, l'espace polyvalent qui sera au rez-de-chaussée, à côté du service de radio. On a bien acté que ça serait un travail collaboratif. Et donc, dans chaque domaine de compétences,
on y participera. On peut avoir donc nous un rôle sur toute la prévention de la pathologie musculo-squelettique et le sport, puisqu'on a des radiologues experts dans cette discipline, les radiologues scénologues évidemment pour le cancer du sein. Donc chaque compétence sera utilisée au mieux et pour participer à ces travaux de groupe. Je me fais une entorse de la cheville en courant, au lieu de la laisser traîner comme font beaucoup de gens, je peux aller à l'espace santé et prévention et en parler peut-être avec un radiologue qui est disponible à ce moment-là. Idéalement, il ferait une écho déjà, pour voir l'étendue lésionnelle, et effectivement après sur l'orientation, sur la kiné, donc voilà, une gestion effectivement du traumatisme sportif, c'est le quotidien. Bon, merci à tous les trois, on a hâte d'y être. Et je vous laisse rejoindre la salle par cet escalier, et j'accueille à présent les intervenants de la seconde table ronde. Si vous voulez bien venir me rejoindre. Nous allons évoquer l'inventivité au service de la santé des citadins à travers des cas concrets, 3 cas concrets. Je vous présente nos intervenants. Claire Quedevez, vous êtes directrice associée chez Medieco, cabinet d'études et de conseil sur les liens entre santé et urbanisme. Benjamin Guinaud, vous êtes chercheur au CNRS et vous avez créé une start-up Oberon qui installe des capteurs. Vous nous expliquerez dans quel but, des capteurs dans le quartier. Et Gérald Conté, vous êtes manager général de iCare Lab, qui est un accélérateur d'innovation transversale, je dirais, à la fois numérique, technologique et organisationnelle. Et vous mettez ensemble l'ensemble des acteurs qui peuvent justement produire ces innovations de demain. Claire-Sophie Quedevez, je me tourne d'abord vers vous. Alors, peut-être nous dire tout simplement comment est-ce que vous intervenez à l'échelle de Lyon Confluence, quels sont un petit peu les sujets et les questions que vous allez traiter. Bonjour. Du coup, alors rapidement pour comprendre comment est-ce qu'on intervient sur ce type de projet, Medieco, en fait, notre rôle, c'est d'accompagner tous les professionnels du secteur du bâtiment et de l'aménagement à mieux prendre en compte la santé. Et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de cette passerelle entre santé et acteurs du bâtiment. Nous, notre rôle, c'est justement de faire de la santé un élément transversal, à la fois à l'échelle des projets urbains, mais également dans le cadre bâti, que ce soit de la construction ou de la rénovation. Et donc, finalement, on va s'intéresser presque à tout ce qui ne touche pas à l'offre de soins. Et donc, on prend en compte, par exemple, toutes les thématiques liées à la santé environnementale. Et on a évoqué la qualité de l'air. C'est notamment là-dessus qu'on est intervenu. Mais également tout ce qui est comment trouver des solutions pour inciter aux pratiques de vie plus saines, favoriser la mixité sociale, intergénérationnelle. Et donc, l'idée, c'est essayer de contextualiser un projet aux besoins des occupants, et notre rôle, c'est de porter en fait l'humain au cœur de toutes les étapes d'un projet. Sur Confluence, sur Solis, notre rôle, il a été plus spécifique à une thématique. Et quand on vit sur Lyon Confluence, on n'est pas sans savoir qu'on est en zone très urbanisée, qu'on a un axe de trafic à proximité. Et l'idée, c'est de se dire comment est-ce que dans mon logement, je peux justement me protéger des différents polluants qui peuvent être émis par le trafic automobile. Donc, on a échangé avec Bouygues Immobilier et Link City sur les différentes solutions. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que la qualité de l'air intérieur, elle est 5 à 7 fois plus polluée que l'air extérieur. Alors là, on est dans un contexte particulier parce que finalement, on ne sait pas trop s'il faut ouvrir ou pas la fenêtre pour faire rentrer l'air extérieur. Donc l'idée, c'était de savoir comment est-ce qu'on peut accompagner les futurs occupants à mieux gérer finalement le renouvellement d'air de leur logement. Parce que si on ouvre la fenêtre, on fait rentrer les polluants extérieurs. Donc l'idée, c'est de mettre en place différents capteurs à l'extérieur du bâtiment et à l'intérieur du bâtiment. Des capteurs qui sont spécifiques aux polluants qui sont émis par le trafic automobile. Donc on s'intéresse aux particules fines, au dioxyde d'azote. Et puis, à travers des indicateurs qui sont directement envoyés sur téléphone portable via un QR code, l'occupant en fait aura une idée de la qualité de l'air extérieur, de la qualité de l'air intérieur et pourra gérer son renouvellement d'air. L'objectif, c'est essayer de voir si, via ces capteurs, on peut ouvrir au bon moment la fenêtre dans la journée. Et il y a un double objectif, c'est
ce qui nous intéresse aussi beaucoup sur un projet de cette taille, notamment en ville, c'est essayer de voir aussi les capteurs en fonction de la hauteur au niveau du bâtiment, si on a une qualité de l'air extérieur qui évolue. Et oui, bien sûr, ça dépend en fonction des étages, hein, si je ne m'abuse. Alors, les études commencent à le dire, mais on aimerait bien le vérifier bien aussi. Sûr. Il y a des heures aussi, il vaut mieux moins ouvrir ses fenêtres. Peut-être qu'effectivement, quand les gens vont au travail le matin, peut-être. C'est pour ça qu'on aimerait bien mettre en place. Il faut mesurer finement, il faut avoir des indicateurs et puis il faut savoir les communiquer de la meilleure façon possible, avoir tous les canaux possibles un enjeu pour énorme. Que les habitants soient sensibles. C'est un enjeu énorme sur la communication parce qu'on est sur des thématiques... la qualité de l'air intérieur, finalement, c'est quelque chose qui n'est pas visible. Bien sûr. Donc, grâce au capteur, on va rendre visible Chacun l'invisible. ne peut pas avoir un capteur chez lui, hein, c'est pas envisageable. Donc, ça commence à être très envisageable, puisque les coûts commencent quand même à être beaucoup plus acceptables. D'accord. Et puis, effectivement, on rend visible, mais il faut pas limiter le côté anxiogène. C'est-à-dire que, effectivement, il y a des polluants, mais l'idée, c'est pas non plus d'effrayer les gens. Donc, il faut aussi réfléchir à comment est-ce qu'on va transmettre cet indicateur, et puis comment les gens vont se l'approprier. Bien entendu. Il faut l'expliquer, il faut ne pas dramatiser, et il faut surtout donner des actions, des réactions à mettre en place. C'est ça, donner des données chiffrées sans donner d'action aux gens. C'est juste pire que tout. C'est pas effectivement la bonne solution. C'est le Covid aujourd'hui, hein, donc globalement. Super, on développera avec vous tout à l'heure. Benjamin Guinaud, alors vous avez créé Oberon, une start-up qui installe, si je livre l'information, des capteurs pour le coup sur les risques d'allergie. Alors qu'est-ce que vous allez faire à l'échelle du quartier ? Alors surtout, c'est une start-up qui fournit des services à partir de ces mesures qui sont spécifiques. D'accord. L'innovation est dans le capteur, mais elle est surtout transmise par le service. Vous avez cité donc le CNRS, dont je suis issu, Oberon, cette boîte qui se crée ici en Rhône-Alpes. Je voudrais mentionner le réseau Pollen, qui est un acteur principal et une partie prenante importante du service qu'on a créé ici, avec donc le territoire de Lyon-Confluence. Ce service, c'est un service qui est résolument tourné vers la prévention des risques respiratoires, et d'abord les risques allergiques, vous l'avez dit. Il y a deux cibles. Il y en a une, c'est les gens qui savent, c'est-à-dire qui se savent malades, et ceux qui ne savent pas. Ceux qui se savent malades, ils ont eu un diagnostic, ils savent à quel pollen ou à quelle moisissure ils sont sensibles, allergiques. Et ceux-là ont exprimé, d'ailleurs, dans les enquêtes qu'on avait fait avant d'installer les capteurs ici à Confluence, le besoin d'avoir une information au moins journalière, d'avoir une prévision, d'avoir une visibilité pour pouvoir anticiper ce risque, et une échelle qui soit l'échelle du quartier. Donc ceux-là, on leur apporte cette information via cet indicateur de bien-être respiratoire, et ça leur permet de mieux contrôler leur relation à leur maladie. Et puis il y a ceux qui ne savent pas, et ça c'est très intéressant. Il y a en France, partout dans le monde en réalité, de plus en plus de gens qui sont allergiques. Et en France, il s'écoule 7 ans en moyenne entre le moment où vous déclarez un symptôme allergique et le moment où un spécialiste va vous dire vous êtes allergique à tel allergène. 7 ans, c'est énorme, ça veut dire qu'il y a énormément de nos concitoyens qui souffrent en fait, soit de rhinite, soit d'asthme, sans vraiment le savoir, sans cerner les causes de leur mal-être. Et c'est aussi donc à cela que l'on veut apporter cette information par différents canaux. Il y a l'application, il y a le site web, il peut y avoir des canaux sur je dirais dans l'espace public. Et évidemment, l'articulation avec une maison de la prévention et de la santé se fait naturellement. C'est-à-dire qu'il faut que l'étape d'après, on parlait de la solution, soit à portée de main. Bien entendu. C'est cette articulation qu'on a trouvée Cet espace, ici. Ça va être la possibilité d'expliquer déjà ce que vous faites aux habitants et leur permettre de s'en emparer. Il y a une question que je comptais vous poser, ça tombe bien, elle est posée par Internet. Réponse courte pour laisser temps de parole à Gérald. Mettre plus de végétation dans les quartiers, est-ce que c'est pas accroître le risque d'allergie respiratoire ? C'est une très bonne question. On est obligé de poser la question. C'était le sujet qui a été abordé dans la table ronde précédente. La végétalisation, pour tous ses bénéfices, doit être considérée. Il faut considérer les risques que l'on installe peut-être dans l'espace public. On ne va pas mettre du peuplier, on est d'accord ? On va éviter le boulot, par exemple. Au boulot, pardon. Oui, c'est le boulot. Donc, voilà, ça, ce sont des choses, effectivement, qu'il faut réfléchir globalement pour ne pas créer un risque qu'on n'aurait pas anticipé. D'accord, mais on peut... Mais le bénéfice est là. Il y a des espèces, et d'ailleurs, le RNSA, le réseau Pollen dont je parlais, fournit après, c'est dans le choix paysager qu'il faut être très, très attentif, si je comprends bien. D'accord. Gérald, donc...
je suppose que vous êtes réjouis de voir tous ces projets, dont l'espace de santé-prévention, se déployer à l'échelle de Confluence. Ça va être un terrain de jeu fabuleux pour un laboratoire d'innovation transversale comme le vôtre. Exactement, en fait, c'est une vraie opportunité. En plus, on est axé dans le quartier, on est résident du quartier à travers l'espace H7 Confluence. En fait, oui, Acquire c'est un laboratoire ouvert, un laboratoire hors les murs sur toutes les thématiques qu'on a évoquées. C'est-à-dire que Laurent Michelin l'a signalé tout à l'heure, on a été engagé très tôt dans le projet, hein, puisque ça fait partie des objectifs du lab, c'est d'essayer d'aller traquer les opportunités d'innovation, les problématiques de terrain en matière de santé. Ce qui nous amène d'ailleurs à proposer des animations de type hackathon. Donc, Hacking Health, c'est Lyon, c'est ce soir que ça commence. Et donc, toutes ces activités créatives qui engagent aussi les parties prenantes qui sont directement concernées. Et on l'a bien vu qu'il y a de multiples parties prenantes quand on touche des projets de santé. Des usagers, ce sont les principales cibles, des professionnels de santé, et puis après des gens qui sont en capacité de faire et de concevoir les solutions, que ce soit des solutions technologiques, mais l'axe du lab, c'est aussi l'innovation organisationnelle, parce que au final, comme l'a très bien dit le professeur Chauvin, à un moment donné, il faut que la mise en œuvre opérationnelle, on pourrait dire, se fasse sur le terrain, et que les gens qui sont directement concernés soient aussi directement impliqués dans les propositions qu'on leur fait. Alors ça, c'est le premier axe du lab. Et puis le deuxième, il est complètement en lien avec les deux précédentes interventions, c'est comment on contribue. Alors une fois qu'on a fait émerger des choses, qu'il y a des entreprises ou des associations ou d'autres acteurs du territoire, des établissements qui se sont emparés de la conception, c'est comment on les met en œuvre de façon expérimentale avant même les commercialiser, puisqu'après on peut imaginer qu'une fois qu'on a fait les premiers tours de piste réussis, on a atteint son modèle économique, en tout cas l'objectif qui est derrière tout entrepreneur et start-upper, c'est de valider les bases de son modèle économique, on les met en œuvre au quotidien, je dirais, auprès des habitants, auprès des usagers, auprès des professionnels de santé. Donc voilà, le lab, c'est une structure associative qui est soutenue par les pouvoirs publics, en particulier par la région Auvergne-Rhône-Alpes, la métropole de Lyon, qui engage aussi des professionnels de santé, des établissements, des structures aussi qui impliquent des libéraux, hein, les fameuses CPTS, un mot barbare, qui sont les communautés de territoriales de santé. Voilà, et qui permettent à un moment donné d'aller faire le pont, la liaison avec les gens qui sont les spécialistes de l'innovation, en tout cas des entrepreneurs, que ce soit les entrepreneurs eux-mêmes ou les structures d'accompagnement comme les pôles de compétitivité. Ce qui est très intéressant, c'est que on s'avance à l'échelle d'un quartier, on s'avance sur le sur-mesure globalement. Alors, voilà, c'est ça. Voilà, avec l'idée de pouvoir dupliquer, mais dupliquer sans copier quelque part. C'est toujours pareil. C'est que il faut que ce soit un effet vertueux pour qu'on soit à la fois dans la proximité et en même temps dans un concept assez partagé, quoi. C'est vrai que là, du coup, sur la Confluence, il y a une vraie conjonction d'opportunités favorables. On a déjà cité plusieurs, du fait que le quartier est en construction, mais il y a également donc, des structures comme H7 qui hébergent des startups physiquement sur le quartier. Et nous, du fait aussi d'être impliqués depuis assez longtemps déjà sur la conception, sur les phases, je dirais, de réflexion avec Eureka Confluence, on est potentiellement en capacité, à travers l'espace de santé, mais aussi avec l'ensemble des acteurs du quartier, les autres professionnels, il ne faut pas les oublier, les quartiers de santé, de Confluence, de proposer en fait un terrain de jeu, on pourrait dire ça comme ça, pour des innovations qui... Avec une nécessité qui a souvent fait défaut dans un certain nombre d'innovations en matière de santé, c'est qu'on se préoccupait souvent des usages réels pour les destinataires en fin de projet. Exactement. Alors que là, on part des usages réels, on les vérifie, c'est la fameuse préférence patient ou la satisfaction client qu'on entend souvent se développer dans le champ de la santé. Et là, on peut imaginer que ces personnes du quartier qui seront sensibilisées par l'espace de santé et prévention seront peut-être plus incitées à répondre à des questionnaires, de noter telle ou telle appli, etc. etc.
C'est clair. En fait, l'innovation, c'est d'abord un terreau. On crée d'abord un écosystème favorable pour qu'à un moment donné, les gens qui ont des opportunités de développer des solutions ou qui ont des besoins, hein, les deux processus sont opérationnels. C'est un peu ce qu'on voit dans les hackathons. Hein, c'est vraiment une capacité de proposer des problématiques, des défis au regard de la technologie. Je dirais que moi, ce n'est pas des démarches qui s'opposent. Hein, c'est avant tout des démarches complémentaires. Il y a la capacité de proposer des choses d'un point de vue technologique, mais il y a aussi la capacité pour les usagers et les habitants d'être générateurs d'opportunités. Et je dirais même que c'est même très favorable parce qu'on a l'impression que du coup on est impliqués les uns et les autres dans une démarche au lieu que ça descende, entre guillemets. Il y avait référence tout à l'heure à une version, un volet très directif ou en tout cas descendant de la prévention. Je pense que pour l'innovation en santé, d'impliquer, et c'est très exigeant, c'est très compliqué, etc., d'où l'intérêt d'avoir un lab santé qui aide un petit peu en termes de méthodologie, de positionnement des bonnes parties prenantes sur un certain nombre de projets. Alors c'est peut-être très ambitieux, peut-être un peu utopiste de notre part, il en faut. Mais sans doute intéressant de l'expérimenter, même pour nous, expérimenter cette démarche au niveau du quartier, Conclusion parce qu'on est en proximité avec un certain nombre Vous allez bien d'acteurs vous amuser. indispensables. Voilà. Claire-Sophie, peut-être une petite réponse de 30 secondes sur, justement, vous partagez aussi cette notion d'aller chercher l'avis de l'habitant, et c'est ce que vous allez faire, je suppose, avec je vos vais pas dire solutions. que c'est presque la clé de réussite, C'est c'est-à-dire que on a évoqué, je crois, le terme de listing, et l'idée d'un quartier favorable à la santé, c'est surtout de se dire qu'on construit et on aménage pour des gens qui vont venir vivre, pour l'homme, et que cet homme ces populations ont des besoins et que tous les choix de conception qui se font à l'échelle des aménagements urbains, mais aussi à l'échelle du bâti, doivent répondre aux besoins. Et d'un quartier à l'autre, les besoins sont différents. Et on a trop, aujourd'hui, tendance dans les projets d'aménagement à voir un peu le listing de toutes les innovations qui sont reproduites sans forcément s'intéresser. Donneur d'ordre, cahier des charges, et puis Exactement. tout ça est vertical. Les populations plus âgées n'auront pas les mêmes besoins que les familles qui arrivent avec de jeunes enfants. D'accord. Une dernière petite question, mais je crois que vous y avez répondu, mais autant le préciser puisque c'est une question Internet. Comment faire le lien, comment allez-vous faire le lien entre l'appli Oberon, enfin les infos issues des capteurs, et l'espace de santé et prévention? Vous l'avez dit, mais peut-être si vous pouvez repréciser. Oui, c'est la question des canaux de diffusion de l'information. Donc, exactement. il y en a plusieurs, hein. Ça peut être via l'application, et en l'occurrence, l'application incite les personnes à faire remonter leur ressenti. Donc on est dans cette participation qui construit ce travail de prévention, puisqu'on prend ça en compte pour calculer le risque. Et puis, il y a de l'affichage public, il y a des sites web, voilà, c'est ça. Il y a des écrans également. On se rapproche des pharmaciens pour que le relais se fasse aussi à travers les officines. Il y a vraiment énormément de canaux à explorer. Il faudra une réponse santé aussi, hein, c'est toujours pareil. Il faudra parler des antihistaminiques, il faudra parler des traitements de fond, d'éventuelles recherches de désensibilisation pour certains cas, etc., etc. Il faudra qu'il y ait une démarche proactive en matière de prise en charge derrière. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut impliquer tout cet écosystème de professionnels de la santé. Ouais. Merci à tous les trois. On arrive au bout de notre échange. Je vous propose de rester en scène. Quelques mots de conclusion. Je pense qu'on a pu retenir quelques mots-clés qui me paraissent importants à conserver en mémoire, donc prévention et santé bien entendu, prévention et santé au cœur de la ville, prévention et santé au cœur de la ville pour un bien vivre ensemble. Et puis également, derrière tout ça, il y a aussi de l'innovation en termes de conception des projets, avec des approches qui sont horizontales, qui sont co-construites, qui sont en amont de la réalisation des solutions, et en aval, il y a des acteurs engagés, des professionnels de santé, des entreprises, des chercheurs, et donc c'est globalement tous ensemble qu'on pourra y parvenir. Longue vie à Lyon Confluence, longue vie à Eureka Confluence, et à bientôt pour voir comment ça se passe dans peut-être quelques mois ou quelques années.